La vérité peut être dérangeante, brutale même, mais elle est nécessaire pour comprendre la nature dans toute sa complexité. Dans les vastes étendues de la savane africaine, où chaque jour est un combat pour la survie, deux mondes que l'on croyait séparés vont entrer en collision d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. D'un côté, les babouins, ces primates intelligents et organisés qui règnent dans les falaises rocheuses et les arbres ancestraux. De l'autre, les hyènes tachetées, ces chasseuses redoutables dont les rires sinistres glacent le sang de tous les habitants de la savane. Ce qui va se produire défiera toutes les lois non écrites de cet écosystème fragile. Préparez-vous à une histoire qui bouleversera votre compréhension de la nature, où la ligne entre prédateurs et proie s'efface, où la cruauté et la nécessité se confondent, et où même les plus puissants découvriront que la mort peut tomber du ciel sans prévenir. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Le soleil se levait à peine sur la réserve de Malamala, en Afrique du Sud, ses premiers rayons dorés caressant les acacias épineux qui se dressaient comme des sentinelles silencieuses dans le paysage aride. La saison sèche battait son plein, transformant la terre rouge en une étendue craquelée et poussiéreuse. Chaque goutte d'eau était devenue plus précieuse que l'or, chaque brin d'herbe survivant était disputé avec férocité. Dans ce monde impitoyable, la vie se concentrait autour des rares points d'eau qui subsistaient, créant une arène naturelle où se jouaient les drames les plus intenses de l'existence sauvage. Au cœur de ce territoire hostile, une meute de hyènes tachetées avait établi son repère dans un réseau complexe de terriers creusés au pied d'une colline rocheuse. La matriarche, que nous appellerons Nala, régnait sur ce clan d'une vingtaine d'individus avec une autorité incontestée. Son pelage taché portait les cicatrices de nombreuses batailles, témoignage silencieux de sa sagesse et de sa force. Ses yeux ambrés, vifs et perçants, ne manquaient jamais un détail de son environnement. Elle avait survécu à 3 saisons sèches dévastatrices, à des affrontements sanglants avec des lions, à la famine et aux maladies. Chaque jour de son existence était un miracle de ténacité et d'intelligence. Mais ce matin-là, alors que Nala inspectait les environs du terrier principal, son attention fut attirée par quelque chose d'inhabituel. 4 petites silhouettes émergeaient timidement de l'obscurité protectrice du repère. Ces dernières portées, 4 petits êtres fragiles aux oreilles démesurées et aux pattes encore maladroites, faisaient leurs premiers pas dans le monde extérieur. Le plus courageux, un mâle que la nature avait marqué d'une tache distinctive en forme d'étoile sur le front, s'aventura plus loin que ses frères et sœurs. Il levait sa petite truffe vers le ciel, humant les milliers d'odeurs qui composaient l'univers olfactif de la savane. Sa curiosité enfantine était touchante, presque tragique dans sa naïveté. Nala émit un grognement d'avertissement, rappelant sa progéniture à l'ordre. Elle savait mieux que quiconque les dangers qui guettaient les jeunes hyènes. Les léopards qui patrouillaient la nuit, les lions qui n'hésitaient jamais à tuer les petits de leurs rivaux, les serpents venimeux tapis dans les herbes hautes, et même les hyènes rivales qui voyaient dans l'infanticide une stratégie de survie. Mais il existait un autre danger, un danger que peu d'hyènes n'avaient jamais affronté directement, un danger qui venait d'en haut et contre lequel leurs instincts millénaires ne les avaient pas préparés. À moins de 2 kilomètres de là, perchés sur les falaises abruptes qui dominaient la vallée, vivait une troupe de babouins chacma particulièrement imposante. Plus de 80 individus composaient ce groupe complexe et hautement structuré. À leur tête régnait un mâle dominant massif, un véritable colosse parmi les primates. Nous l'appellerons Kovu, un nom qui signifie cicatrice dans la langue locale, en référence à la marque profonde qui traversait son museau, souvenir d'un combat brutal pour le pouvoir qu'il avait remporté 2 ans auparavant. Kovu pesait près de 45 kg de muscles et de fureur contenue. Ses canines, longues de plus de 4 cm, pouvaient infliger des blessures mortelles. Son regard intense et calculateur trahissait une intelligence remarquable, capable d'élaborer des stratégies complexes et de coordonner les actions de dizaines d'individus avec une précision militaire. La troupe de Kovu vivait selon une hiérarchie stricte, où chaque babouin connaissait exactement sa place dans l'ordre social. Les femelles dominantes contrôlaient l'accès à la nourriture et aux meilleurs sites de repos. Les mâles subordonnés servaient de sentinelles et de soldats, toujours prêts à défendre le groupe contre les prédateurs. Les jeunes babouins apprenaient dès leur plus jeune âge les règles complexes qui régissaient leur société, observant, imitant, testant les limites du comportement acceptable. Cette organisation sociale sophistiquée faisait des babouins l'une des espèces les plus résilientes de la savane, capable de s'adapter à pratiquement tous les environnements et de surmonter des défis qui auraient détruit d'autres groupes. Mais la saison sèche mettait même leur résilience à rude épreuve. Les fruits qui constituaient la base de leur alimentation se faisaient rares. Les tubercules qu'ils déterraient habituellement s'étaient ratatinés et durcis. Les insectes, sources précieuses de protéines, semblaient avoir disparu de la surface de la terre. La faim creusait les flancs des babouins, aiguisait leur regard, intensifiait leur agressivité.
Kovu avait observé plusieurs membres de sa troupe perdre du poids de manière inquiétante, particulièrement les jeunes et les mères allaitantes. Il savait qu'il devait agir, trouver de nouvelles sources de nourriture, explorer de nouveaux territoires, prendre des risques que sa troupe n'aurait jamais envisagés en temps normal. Ce matin-là, alors que le soleil montait rapidement dans un ciel d'un bleu impitoyable, Kovu rassembla les mâles les plus forts de sa troupe. Ils étaient une vingtaine, tous dans la force de l'âge, tous affamés, tous prêts à suivre leur chef dans n'importe quelle aventure qui promettait de la nourriture. D'habitude, les babouins évitaient soigneusement les territoires des grands prédateurs. Ils connaissaient les zones de chasse des lions, les parcours des léopards, les repères des hyènes. Mais la faim avait une manière de redéfinir les règles, de transformer la prudence en audace, la sagesse en désespoir. Kovu guida sa troupe vers la plaine, descendant des hauteurs rocheuses où il se sentait en sécurité. Chaque babouin scrutait l'horizon avec une vigilance extrême, conscient qu'ils s'aventuraient en territoire hostile. Leur vocalisation, d'ordinaire bruyante et constante, était réduite à de discrets grognements. Ils se déplaçaient en formation serrée, les plus jeunes et les femelles au centre, les mâles formant un périmètre défensif. Cette stratégie avait été perfectionnée au cours de millénaires d'évolution, permettant aux babouins de survivre dans un monde où ils n'étaient ni les plus rapides, ni les plus forts, mais certainement parmi les plus intelligents. La troupe progressait à travers les hautes herbes dorées, traversant des clairières poussiéreuses, contournant des acacias morts dont les branches squelettiques semblaient accuser le ciel de ses crimes. Ils découvrirent bientôt les restes d'un gnou, probablement tué par des lions la nuit précédente. La carcasse avait été presque entièrement dévorée, ne laissant que des os blanchis et quelques lambeaux de chair séchée. Mais pour les babouins affamés, même ces restes représentaient une opportunité. Plusieurs mâles s'approchèrent prudemment, vérifiant qu'aucun prédateur ne montait la garde près de sa proie. Satisfaits de constater que la voie était libre, ils se mirent à ronger les os, extrayant la moelle précieuse, déchirant les morceaux de peau et de tendons qui subsistaient. C'est alors que l'un des jeunes babouins, celui qui servait de sentinelle perché sur un termitière géant, émit un cri d'alerte spécifique. Ce n'était pas le cri strident qui signalait la présence d'un léopard, ni le hurlement grave qui annonçait des lions. C'était un aboiement saccadé qui indiquait la présence de hyènes. Immédiatement, tous les babouins se figèrent, leur regard convergeant dans la direction indiquée par la sentinelle. À environ 300 mètres, une hyène solitaire trottait à travers la plaine, probablement de retour d'une chasse nocturne. Ce n'était pas Nala, mais une femelle plus jeune, une subordonnée du clan qui rentrait au repère avec les vestiges d'une gazelle dans sa gueule puissante. Kovu observa la hyène avec une intensité particulière. Son cerveau complexe de primate traita rapidement l'information. Il connaissait les hyènes, avait passé sa vie à les éviter, avait vu leur meute déchiqueter des proies avec une efficacité terrifiante. Mais il avait aussi observé quelque chose que peu d'animaux avaient remarqué. Les hyènes, malgré leur réputation de chasseuses redoutables, pouvaient être vulnérables. Seules, elles étaient moins dangereuses. Et surtout, Kovu avait déjà vu des babouins attaquer avec succès des prédateurs isolés, particulièrement quand la faim les poussait à des actes désespérés. Une idée commença à germer dans l'esprit du grand babouin. La hyène solitaire portait de la nourriture, de la viande fraîche qui pourrait nourrir plusieurs membres de la troupe. Mais plus important encore, si cette hyène retournait à son repère, cela signifiait que le repère se trouvait dans les environs. Et un repère de hyène, pendant la journée, quand la plupart des adultes chassaient ou patrouillaient, pouvait contenir quelque chose de particulièrement vulnérable et nutritif. Les petits. Cette pensée aurait dû répugner à un esprit humain, mais Kovu n'était pas humain. Il était un babouin, un omnivore opportuniste qui avait appris que la survie exigeait parfois des choix brutaux. Les babouins consommaient déjà de petits mammifères quand l'occasion se présentait, des jeunes antilopes, des lièvres, même des singes d'autres espèces. Les tabous moraux qui gouvernent le comportement humain n'existaient pas dans son monde. Il n'y avait que la faim, la nécessité et la volonté de survivre. Kovu émit une série de vocalisations spécifiques, un langage complexe que les autres babouins comprenaient parfaitement. Il ne s'agissait pas simplement de grognements ou de cris, mais d'une véritable communication élaborée, capable de transmettre des intentions, des stratégies, des avertissements nuancés. Les mâles les plus forts se rassemblèrent autour de leur chef, leurs yeux brillants d'une compréhension collective. Ils allaient suivre cette hyène. Ils allaient découvrir où elle vivait. Et ils allaient prendre ce qu'ils pouvaient. La troupe commença à suivre la hyène à distance, utilisant le terrain et la végétation pour rester hors de vue. Les babouins étaient des maîtres dans l'art du pistage, capables de se déplacer silencieusement malgré leur taille considérable. Ils progressaient de couvert en couvert, s'arrêtant régulièrement pour s'assurer que leur proie ne les avait pas détectés. La hyène, concentrée sur son retour au repère et probablement épuisée après une nuit de chasse, ne remarqua rien d'inhabituel. Elle continuait sa route, ses pattes soulevant de petits nuages de poussière rouge à chaque pas. Après une vingtaine de minutes de pistage méticuleux,
les babouins virent la hyène s'approcher d'une zone où le terrain devenait plus accidenté. Une petite colline rocheuse s'élevait au milieu de la plaine, ses flancs criblés de trous et de crevasses. C'était le repère du clan de Nala. La hyène disparut dans l'une des entrées principales, et pendant quelques instants, rien ne bougea. Puis, graduellement, les babouins commencèrent à percevoir des signes d'activité. Des grognements sourds émergeaient des profondeurs des terriers. Des silhouettes tachetées apparaissaient et disparaissaient dans les ombres des entrées. Et surtout, chose qui fit battre le cœur de Kovu plus rapidement, ils aperçurent de petites formes maladroites qui jouaient près de l'une des entrées secondaires. Les bébés hyènes. 4 d'entre eux, exactement comme Kovu l'avait espéré. Ils étaient à découvert, à une distance d'environ 150 mètres de la position des babouins. Quelques femelles adultes montaient la garde, mais elles semblaient détendues, confiantes dans la sécurité de leur territoire. Après tout, quel prédateur serait assez fou pour attaquer un repère de hyènes en plein jour? Les hyènes ne craignaient que les lions, et même ceux-ci évitaient généralement les confrontations directes pendant les heures les plus chaudes de la journée. Kovu évalua la situation avec le calcul froid d'un stratège militaire. Les bébés étaient vulnérables, mais pas complètement sans protection. Les adultes présents au repère pourraient réagir rapidement en cas d'attaque. La clé serait la vitesse et la surprise. Les babouins devraient frapper vite, saisir une proie, et battre en retraite avant que les hyènes ne puissent organiser une contre-attaque efficace. C'était risqué, extrêmement risqué. Une hyène adulte pouvait infliger des blessures mortelles, et même les jeunes possédaient des mâchoires puissantes capables de broyer des os. Mais la faim l'emportait sur la prudence. Kovu rassembla ses guerriers les plus féroces, environ 15 mâles au total. Il leur communiqua le plan à travers une série de gestes et de vocalisations. Certains créeraient une distraction, attirant l'attention des adultes. D'autres fonceraient directement vers les petits, en saisiraient un ou plusieurs, et fuiraient vers les hauteurs rocheuses où les hyènes auraient du mal à les suivre. C'était simple, brutal et potentiellement désastreux. Mais c'était leur meilleure chance de survie. Les babouins se positionnèrent silencieusement, chacun connaissant son rôle. Kovu donna le signal. Soudain, la matinée paisible de la savane explosa en chaos. Les babouins surgirent de leur cachette en hurlant, leurs cris gutturaux résonnant à travers la plaine comme une alarme primitive. Le groupe de distraction fonça vers le flanc gauche du repère, agitant les bras, jetant des pierres, créant un vacarme assourdissant. Les hyènes adultes, surprises par cette attaque inattendue, sortirent précipitamment de leur terrier, leurs poils hérissés, leurs gueules ouvertes sur des crocs impressionnants. Au même moment, Kovu et son groupe d'élite sprintèrent directement vers l'endroit où jouaient les bébés. Les primates couraient avec une vitesse surprenante pour leur taille, leurs puissantes pattes arrière propulsant leur corps massif à travers le terrain accidenté. Les bébés hyènes, alertés par le tumulte, commencèrent à paniquer. Ils cherchèrent désespérément l'entrée du terrier le plus proche, leurs petites pattes trébuchant dans leur précipitation. Mais ils étaient trop lents, trop inexpérimentés, trop jeunes pour échapper à des prédateurs aussi déterminés. Nala, qui se reposait à l'intérieur du terrier principal, réagit instantanément aux cris d'alarme. Elle jaillit de l'obscurité comme une furie, ses muscles puissants se contractant dans un effort désespéré pour atteindre ses petits avant les assaillants. Mais la distance était trop grande, et les babouins avaient bien chronométré leur attaque. Elle vit avec horreur Kovu se saisir du petit mâle avec la tache en forme d'étoile, le soulevant du sol d'une seule main massive. Le bébé couina de terreur, agitant ses petites pattes dans le vide, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. 2 autres babouins réussirent à attraper 2 autres petits avant que les défenses des hyènes ne s'organisent. Mais le 4e bébé, une femelle plus rapide et plus alerte que ses frères et sœurs, parvint à atteindre l'entrée du terrier et disparut dans l'obscurité protectrice. Les hyènes adultes, furieuses et horrifiées, se lancèrent à la poursuite des ravisseurs. Nala menait la charge, ses yeux ambrés embrasés d'une rage maternelle absolue. Son cri de guerre, ce rire démoniaque caractéristique des hyènes mais amplifié par la douleur et la colère, glaça le sang même des babouins les plus courageux. Mais les primates avaient l'avantage de l'élan et de la planification. Ils couraient vers les rochers, vers le terrain accidenté où leur agilité naturelle leur donnait un avantage crucial. Les babouins étaient des grimpeurs exceptionnels, capables de négocier des falaises verticales avec une facilité que les hyènes, conçues pour la course en terrain plat, ne pourraient jamais égaler. Le groupe de distraction, ayant accompli sa mission, se replia également, créant un chaos contrôlé qui perturbait encore plus les défenses des hyènes. La poursuite fut brutale et désespérée. Nala courait plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait, ses pattes martelant la terre rouge avec une cadence frénétique. Elle réduisait progressivement la distance qui la séparait de Kovu, ses mâchoires claquant dans le vide à quelques centimètres seulement du babouin. Mais Kovu était un athlète remarquable, et la peur de se faire attraper par ces crocs mortels ajoutait des ailes à sa fuite. Derrière eux, les autres babouins portant les bébés captifs maintenaient leur avance,
protégés par les guerriers de l'arrière-garde qui faisaient face aux hyènes qui les poursuivaient. L'un des babouins porteurs, moins rapide que ses congénères, fut presque rattrapé par une hyène particulièrement véloce. Dans sa panique, il lâcha le bébé qu'il transportait. Le petit tomba dans la poussière, roula plusieurs fois sur lui-même, et avant qu'il ne puisse se relever, sa mère l'avait récupéré, le saisissant délicatement mais fermement dans sa gueule. Au moins un des petits était sauvé. Mais les deux autres, dont le mâle avec la tache en forme d'étoile, restaient fermement tenus par leur ravisseur qui approchait maintenant des premiers affleurements rocheux. Kovu atteignit les rochers et commença à grimper avec une agilité stupéfiante pour un animal de sa taille. Ses mains et ses pieds trouvaient automatiquement les prises, son corps se déplaçant avec la grâce fluide d'un gymnaste né. Le bébé hyène se tortillait toujours dans sa poigne, mais Kovu tenait bon, ses doigts serrés comme un étau autour du petit corps. Nala arriva au pied des rochers quelques secondes plus tard, mais elle ne pouvait pas suivre. Elle bondit, essaya de grimper, mais ses griffes non rétractiles glissaient sur la pierre lisse. Elle tomba en arrière, atterrissant lourdement sur le sol dur. Elle essaya encore et encore, refusant d'abandonner, son amour maternel surpassant toute considération de sécurité personnelle ou de logique. Les autres hyènes arrivèrent et formèrent un demi-cercle au pied des rochers, leur regard levé vers les babouins qui montaient toujours plus haut, emportant leur terrible butin. Les hyènes hurlèrent, leur voix se mêlant dans une cacophonie de rage impuissante et de chagrin. C'était un son qui aurait brisé le cœur de quiconque possédait un cœur, mais dans la savane, la compassion était un luxe que peu pouvaient se permettre. Les babouins atteignirent une corniche située à environ 15 mètres au-dessus du sol, suffisamment haute pour être hors de portée des hyènes, suffisamment large pour accueillir la troupe entière. Kovu déposa enfin le bébé hyène qu'il portait, le maintenant fermement sous une patte pendant qu'il reprenait son souffle. L'autre babouin qui avait réussi à conserver sa proie fit de même. Les deux petits étaient terrifiés, tremblants, leur petit corps agité de spasmes de peur. Ils couinaient pitoyablement, appelant leur mère dans un langage qu'elle comprenait mais qu'elle ne pouvait plus protéger. En bas, Nala n'abandonnait toujours pas. Elle tournait en cercle frénétique au pied de la falaise, cherchant désespérément une voie d'escalade qui n'existait pas. Les autres membres du clan commençaient à arriver, alertés par les cris. En quelques minutes, une vingtaine de hyènes s'étaient rassemblées, toutes levant leur regard vers les hauteurs où leurs petits étaient retenus captifs. Certaines tentèrent également de grimper, mais tout échouèrent. Les hyènes, malgré leur force et leur férocité, n'étaient tout simplement pas équipées pour l'escalade verticale. Ce qui se produisit ensuite fut l'une des scènes les plus brutales et les plus troublantes que la savane ait jamais connues. Les babouins, rassemblés sur leur corniche imprenable, formaient un spectacle primitif et terrible. Kovu examina le bébé hyène qu'il tenait captif, le petit mâle avec la tache en forme d'étoile. L'animal était encore vivant, terrorisé mais indemne. Le grand babouin aurait pu le tuer rapidement, mettre fin à sa souffrance d'un coup brutal à la nuque. Mais Kovu n'était pas pressé. Là-haut, sur son perchoir rocheux, il était le roi. Il avait le temps. Et surtout, il avait un public. Car ce qui allait suivre n'était pas simplement un acte de prédation. C'était aussi un message, une démonstration de pouvoir, un avertissement aux hyènes que même elles, les chasseuses redoutées de la savane, avaient des ennemis capables de les frapper là où elles étaient les plus vulnérables. Kovu se redressa de toute sa hauteur, tenant le bébé hyène devant lui comme un trophée. En bas, Nala hurla encore plus fort, comprenant peut-être ce qui allait se produire mais incapable de l'empêcher. Le soleil montait dans le ciel, transformant la scène en un tableau cauchemardesque éclairé d'une lumière crue et impitoyable. Les ombres raccourcissaient, la chaleur s'intensifiait, et sur cette corniche rocheuse, la frontière entre la vie et la mort, entre le prédateur et la proie, entre la compassion et la cruauté, était sur le point d'être franchie d'une manière que personne n'aurait imaginée. La nature, dans toute sa splendeur et son horreur, allait révéler une de ses vérités les plus dérangeantes. Dans le monde sauvage, il n'y a pas de règles absolues, pas de sanctuaire inviolable, pas de garantie de sécurité. Il y a seulement la lutte incessante pour survivre, et parfois, cette lutte exige des sacrifices qui défient notre compréhension. Les cris des hyènes se mêlaient aux hurlements des babouins dans une symphonie dissonante de la vie sauvage. Et quelque part, dans le ciel immense et indifférent, des vautours commençaient déjà à dessiner des cercles, attirés par l'odeur de la tragédie imminente. La mort, cette compagne constante de tous les êtres vivants, planait au-dessus de la scène, patiente et inévitable. Et en bas, Nala continuait à chercher désespérément un moyen d'atteindre ses petits, refusant d'accepter ce que son instinct lui disait déjà. Parfois, l'amour maternel n'est pas suffisant. Parfois, la nature gagne. Toujours. Ce qui commença comme une journée ordinaire dans la savane s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire et de terrible. Les babouins avaient franchi une ligne invisible, pénétrant dans un territoire qu'ils n'avaient jamais exploré auparavant. Les hyènes, habituées à être les prédatrices, découvraient la terreur d'être les victimes.
Et au centre de ce drame se trouvaient deux petits êtres innocents dont le seul crime était d'être nés au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un monde qui ne pardonne aucune faiblesse. La première partie de cette histoire terrible était terminée. Mais l'histoire elle-même ne faisait que commencer. Car dans les heures et les jours qui suivraient, les conséquences de cet affrontement se répercuteraient à travers toute la savane, changeant les relations entre les espèces, créant de nouvelles alliances et de nouvelles inimitiés, réécrivant les règles non écrites qui gouvernaient ce monde sauvage. La nature allait donner une leçon que personne n'oublierait de sitôt. Les heures qui suivirent la capture des bébés hyènes furent parmi les plus tendues que la région ait jamais connues. Sur la corniche rocheuse, les babouins s'étaient installés dans une sorte de forteresse naturelle, un bastion imprenable d'où ils pouvaient observer le chaos qu'ils avaient déclenché. La troupe entière était maintenant rassemblée là-haut, les femelles et les jeunes ayant rejoint les mâles guerriers. Ils formaient une communauté serrée, consciente qu'ils avaient commis un acte qui changerait à jamais leur relation avec les autres prédateurs de la savane. Kovu siégeait au centre du groupe, le bébé hyène toujours prisonnier sous sa surveillance constante. Le petit mâle avait cessé de couiner, épuisé par la terreur et le stress. Il tremblait simplement, ses yeux fermés, comme s'il espérait que tout ceci n'était qu'un cauchemar dont il pourrait se réveiller. À quelques mètres de là, l'autre bébé capturé était gardé par un des lieutenants de Kovu, un babouin massif dont les cicatrices témoignaient de nombreux combats. Les deux petites hyènes représentaient non seulement de la nourriture potentielle, mais aussi des symboles de victoire, des preuves que même les chasseurs les plus redoutés pouvaient être vaincus. En contrebas, le siège s'organisait. Nala n'avait jamais quitté le pied de la falaise, et maintenant, presque tout le clan s'était joint à elle. Les hyènes ne pouvaient pas grimper, mais elles pouvaient attendre. Et attendre était quelque chose qu'elles faisaient extrêmement bien. Elles s'étaient disposées en demi-cercle, bloquant toutes les routes de descente possibles. Certaines se reposaient, conservant leur énergie pour le long siège qui s'annonçait. D'autres faisaient les 100 pas, incapables de contenir leur agitation. De temps en temps, l'une d'elles émettait un hurlement, un appel déchirant qui semblait demander pourquoi cela leur arrivait-il. Nala elle-même était dans un état qui défiait toute description. Son instinct maternel, déjà puissant chez toutes les hyènes femelles, avait été porté à son paroxysme par cette crise. Elle ne mangeait pas, ne buvait pas, ne se reposait pas. Ses yeux restaient fixés sur la corniche rocheuse, scrutant chaque mouvement des babouins, cherchant désespérément une ouverture, une possibilité, un miracle. Les autres femelles du clan, particulièrement celles qui avaient elles-mêmes des petits, comprenaient sa douleur. Elles formaient un cercle de solidarité silencieux autour de leur matriarche, partageant son chagrin même si elles ne pouvaient pas partager son fardeau. Le soleil atteignit son zénith, transformant la savane en un four naturel. La température grimpa à plus de 40 degrés Celsius, et chaque créature chercha l'ombre où elle pouvait la trouver. Les babouins, sur leur corniche exposée, souffraient de la chaleur intense. Leur fourrure sombre absorbait les rayons impitoyables du soleil, et bientôt, plusieurs d'entre eux montraient des signes de détresse thermique. Les jeunes babouins, en particulier, commençaient à halter fortement, leurs langues pendantes, leurs yeux vitreux. Kovu comprit qu'ils ne pouvaient pas rester indéfiniment sur cette corniche. La chaleur était une ennemie aussi dangereuse que les hyènes en contrebas. Mais descendre signifierait affronter une meute entière de prédateurs enragés, une perspective qui ne séduisait personne, même les guerriers les plus courageux. Le grand babouin se retrouvait dans une situation paradoxale. Il avait remporté une victoire tactique brillante, mais cette victoire les avait piégés dans une forteresse qui pourrait devenir leur tombeau. L'un des jeunes babouins, un adolescent qui n'avait pas encore développé la sagesse de ses aînés, commit alors une erreur fatale. Affaibli par la chaleur et la soif, il s'approcha trop près du bord de la corniche, cherchant peut-être un souffle d'air plus frais. Son pied glissa sur une pierre rendue lisse par des années d'érosion. Il bascula en avant, ses bras battant l'air dans une tentative désespérée de retrouver son équilibre. Mais c'était trop tard. Avec un cri perçant, il tomba dans le vide. La chute dura moins de 2 secondes, mais elle sembla se dérouler au ralenti pour tous ceux qui la regardaient. Le jeune babouin percuta le sol avec un bruit sourd et terrible, son corps rebondissant une fois avant de s'immobiliser dans un angle contre nature. Il ne se releva pas. Avant que quiconque ne puisse réagir, avant que les autres babouins ne puissent même crier leur horreur, les hyènes s'étaient jetées sur lui. Ce qui suivit fut si brutal, si rapide, que même les prédateurs les plus endurcis auraient détourné le regard. En moins de 30 secondes, le jeune babouin avait disparu, déchiqueté par une frénésie de crocs et de griffes. Les hyènes, frustrées par leur impuissance à atteindre leurs petits, affamés, enragés, avaient canalisé toute leur fureur sur cette victime tombée du ciel. Ce n'était pas de la prédation pour la nourriture. C'était de la vengeance pure, un défoulement de toute l'émotion accumulée pendant ces heures terribles. Quand elles s'écartèrent enfin, il ne restait presque rien du jeune babouin, juste quelques os éparpillés et des taches sombres sur la terre rouge. Sur la corniche,
Un silence choqué s'était abattu sur la troupe. Ils venaient de perdre l'un des leurs de la manière la plus horrible qui soit. La mère du jeune babouin émit un cri de deuil qui résonna à travers la vallée, un son primitif de perte pure qui transcendait les barrières des espèces. D'autres femelles se joignirent à elle, créant un chœur de lamentation qui rivalisait avec les hurlements des hyènes. Kovu lui-même semblait secoué, réalisant peut-être pour la première fois l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. Cette mort changea la dynamique de la situation. Les babouins comprirent qu'ils ne pouvaient pas rester sur cette corniche indéfiniment. La soif, la chaleur, et maintenant le risque de nouvelles chutes accidentelles rendaient leur position intenable. Mais comment descendre en sécurité avec une meute entière de hyènes assoiffées de vengeance qui les attendait? Kovu rassembla ses lieutenants et, à travers une série de vocalisations complexes et de gestes, ils élaborèrent un plan désespéré. Ils attendraient le crépuscule, quand la lumière déclinante créerait des ombres et de la confusion. Puis, ils tenteraient une descente coordonnée, utilisant leur nombre et leur agilité pour submerger les hyènes et créer une brèche par laquelle la majorité de la troupe pourrait s'échapper. C'était risqué, extrêmement risqué, et Kovu savait que d'autres babouins mourraient probablement. Mais c'était leur seule chance. Et quant aux bébés hyènes, leur sort était désormais scellé. Ils ne survivraient pas à la descente, d'une manière ou d'une autre. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur insupportable. Le soleil commença enfin sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. C'était magnifique et terrible à la fois, un spectacle de beauté naturelle qui contrastait violemment avec le drame se déroulant en dessous. Les ombres s'allongèrent, créant des motifs complexes sur le paysage rocheux. Les babouins se préparèrent, chacun sachant qu'ils pourraient ne pas voir le lever du soleil suivant. En contrebas, les hyènes sentaient que quelque chose allait se produire. Elles devinrent plus alertes, plus tendues, leur corps ramassé dans une posture d'attente prédatrice. Nala se positionna directement sous la route de descente la plus probable, déterminée à être la première à affronter les babouins quand ils descendraient. Son regard n'avait pas quitté la corniche de toute la journée, et maintenant, alors que la lumière déclinait, il brillait d'une intensité presque surnaturelle. Kovu donna le signal. Les babouins commencèrent leur descente, se déplaçant rapidement mais prudemment sur les rochers traîtres. Les mâles les plus forts formaient l'avant-garde, prêts à affronter les hyènes en premier. Kovu lui-même portait le bébé hyène avec la tache en forme d'étoile, le tenant fermement contre sa poitrine tout en utilisant ses 3 autres membres pour descendre. C'était un exploit d'agilité remarquable, mais aussi un geste symbolique. Il ne laisserait pas sa prise facilement. Les hyènes attaquèrent dès que les premiers babouins atteignirent les sections basses des rochers. Ce qui suivit fut une mêlée chaotique et violente, un tourbillon de fourrures, de crocs, de griffes et de sang. Les babouins se battaient avec une férocité désespérée, leurs longues canines infligeant des blessures terribles aux hyènes. Mais les hyènes avaient l'avantage du nombre et de la rage maternelle, une combinaison redoutable qui rendait chacune d'entre elles 2 fois plus dangereuse. 3 babouins tombèrent dans les premières minutes du combat, leurs gorges déchirées par les mâchoires puissantes des hyènes. Mais les primates réussirent à créer une brèche dans les défenses de la meute, utilisant leur coordination et leur intelligence tactique pour diviser les hyènes et créer des ouvertures. Le gros de la troupe commença à passer, les femelles et les jeunes courant à toute vitesse à travers le corridor sanglant créé par les guerriers. Kovu était presque arrivé au sol quand Nala le repéra. Leurs regards se croisèrent pendant un instant figé dans le temps, un moment de reconnaissance mutuelle entre 2 chefs, 2 parents, 2 êtres qui se battaient pour ce qu'ils aimaient. Puis Nala chargea, ses mâchoires grandes ouvertes, visant directement le babouin qui portait son petit. Kovu n'avait nulle part où aller, pas de marge de manœuvre. Il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il lança le bébé hyène. Le petit corps vola à travers l'air, tournoyant, et atterrit avec un bruit mat dans la poussière à une dizaine de mètres de distance. Nala s'arrêta net, son instinct maternel surpassant même sa soif de vengeance. Elle se précipita vers son petit, ignorant complètement Kovu qui profita de ce moment pour rejoindre sa troupe en fuite. La hyène saisit délicatement le bébé dans sa gueule, vérifiant frénétiquement s'il était blessé. Le petit mâle était choqué, probablement meurtri par la chute, mais vivant. Vivant! Le second bébé capturé n'eut pas cette chance. Le babouin qui le portait, attaqué par 2 hyènes simultanément, fut forcé de le lâcher pour se défendre. Le petit tomba au milieu de la mêlée, et dans la confusion et la violence du combat, il fut piétiné, écrasé sous le poids des combattants. Quand le combat s'éloigna enfin, le petit corps gisait immobile dans la poussière, une victime innocente prise entre 2 mondes en guerre. Les babouins battaient maintenant en retraite complète, courant vers les hauteurs rocheuses d'où ils étaient venus le matin même. Les hyènes les poursuivaient, mais avec moins de conviction maintenant. Elles avaient récupéré un des petits vivants, vengé leur humiliation en tuant plusieurs babouins, et la fatigue commençait à peser sur elles après cette journée interminable. Graduellement, elles ralentirent, puis s'arrêtèrent,
regardant les babouins disparaître dans la pénombre croissante. Nala retourna au repère, son précieux petit toujours dans sa gueule. Elle le déposa doucement à l'entrée du terrier principal, où le quatrième petit, celui qui avait réussi à s'échapper lors de l'attaque initiale, attendait anxieusement. Les deux survivants se blottirent l'un contre l'autre, réconfortés par la présence de leur mère et la sécurité retrouvée du terrier. Mais l'atmosphère était lourde de chagrin. Deux des petits étaient morts, et la matriarche savait que ces pertes affaibliraient son clan pour les années à venir. La nuit tomba sur la savane, apportant une fraîcheur bienvenue après la chaleur accablante de la journée. Les étoiles apparurent une à une dans le ciel immense, indifférentes au drame qui se déroulait sous leur regard éternel. Les hyènes se rassemblèrent autour du repère, leur corps épuisé s'affaissant sur le sol dur. Elles avaient survécu à l'une des journées les plus étranges et les plus traumatisantes de leur existence. Elles avaient découvert que la sécurité qu'elles croyaient posséder était une illusion, que même dans leur propre repère, leurs petits n'étaient pas à l'abri. De leur côté, les babouins avaient atteint leur refuge habituel dans les falaises. Ils comptèrent leurs pertes. 4 morts au total, plus plusieurs blessés graves qui pourraient ne pas survivre à leurs blessures. Pour une troupe de leur taille, c'était un coup dévastateur. Kovu contemplait l'horizon obscur, son esprit sans doute tourmenté par des questions auxquelles il ne pourrait jamais répondre. Avait-il pris la bonne décision? Le prix payé en valait-il la peine? Ils avaient obtenu un peu de nourriture, prouvé leur courage, mais à quel coût? Dans le monde sauvage, il n'y a pas de réponse facile à de telles questions. Il n'y a que les conséquences des actions, jouant leur partition dans la symphonie éternelle de la survie. Cette journée avait changé quelque chose de fondamental dans l'équilibre de cette région. De la savane. Les babouins avaient franchi une ligne, démontrant qu'ils pouvaient être bien plus qu'une simple nuisance pour les prédateurs. Ils pouvaient être une menace réelle, un danger mortel pour les plus vulnérables. Et les hyènes, de leur côté, avaient appris une leçon douloureuse sur la vigilance et la vulnérabilité. Nala savait qu'elle devrait repenser complètement la sécurité du repère. Les petits ne pourraient plus jouer à découvert. Des sentinelles devraient être postées en permanence. Et une nouvelle conscience des dangers venant d'en haut devrait être intégrée dans les comportements du clan. La nature venait de donner un cours magistral sur l'adaptation et la survie, et le prix des frais de scolarité avait été payé en sang et en larmes. Les jours suivants, ce qu'on pourrait appeler la bataille des rochers, furent marqués par une tension inhabituelle dans toute la région. Les deux groupes, babouins et hyènes, se regardaient maintenant différemment. Ce n'étaient plus simplement des espèces qui coexistaient dans le même écosystème, se croisant occasionnellement sans interaction significative. Ils étaient maintenant des ennemis déclarés, liés par une histoire de violence et de perte qui ne serait pas facilement oubliée. Nala consacra les semaines suivantes à transformer le repère en une véritable forteresse. Elle et les autres femelles adultes creusèrent de nouvelles galeries souterraines, plus profondes et plus complexes, créant un labyrinthe où les petits pourraient se réfugier instantanément en cas de danger. Des tunnels d'évacuation furent établis, débouchant à des centaines de mètres du repère principal. Un système de sentinelles fut mis en place, avec toujours au moins 3 adultes montant la garde, leurs yeux scrutant non seulement l'horizon mais aussi le ciel et les zones rocheuses environnantes. Les 2 survivants de l'attaque, le petit mâle avec la tache en forme d'étoile et sa sœur, grandirent dans un environnement marqué par cette expérience traumatique. Ils étaient plus prudents que les autres petits, plus vigilants, toujours conscients des dangers qui pouvaient surgir de n'importe quelle direction. Cette hypervigilance, bien que stressante, pourrait s'avérer être un avantage dans leur vie future. Dans la savane, les prudents survivent souvent plus longtemps que les téméraires. Le clan de hyènes dans son ensemble était devenu plus agressif envers les babouins. Quand les deux espèces se rencontraient maintenant, il n'y avait plus la coexistence tolérante d'auparavant. Les hyènes chargeaient immédiatement, même quand elles étaient en infériorité numérique, comme si elles étaient déterminées à faire payer à tous les babouins le crime commis par quelques-uns. Plusieurs escarmouches éclatèrent dans les semaines qui suivirent, généralement autour des points d'eau où les différentes espèces étaient forcées de se côtoyer. De leur côté, les babouins de Kovu étaient divisés. Certains, particulièrement les plus jeunes mâles qui n'avaient pas participé au raid et n'avaient pas vu ses conséquences terribles, considéraient l'événement comme une grande victoire. Ils voulaient répéter l'exploit, attaquer d'autres repères, établir la domination des babouins sur les prédateurs de la région. Mais les vétérans, ceux qui avaient combattu et qui avaient vu leurs camarades mourir, étaient plus réservés. Ils comprenaient que la victoire avait un goût amer quand elle était payée avec le sang de vos proches. Kovu lui-même semblait changé par l'expérience. Le grand babouin, autrefois si confiant et agressif, était devenu plus contemplatif, plus prudent dans ses décisions. Il avait vu le visage de Nala pendant ces moments terribles, avait reconnu dans ses yeux la même détermination parentale qu'il aurait ressentie si quelqu'un avait menacé ses propres petits. Cette reconnaissance avait planté une graine de quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité,
une émotion rare dans le monde animal mais pas totalement absente chez les primates avec leur cerveau complexe. La saison sèche continua sa marche implacable. Les pluies qui auraient dû commencer restaient obstinément absentes, retenues par quelques caprices météorologiques que personne ne pouvait prévoir ou contrôler. La situation alimentaire devint désespérée pour presque toutes les créatures de la savane. Les herbivores mouraient en nombre alarmant, leurs carcasses desséchées parsemant le paysage comme des monuments à la cruauté du climat. Les prédateurs, bien que bénéficiant temporairement de cette abondance de charognes, savaient que cela ne durerait pas. Quand les herbivores disparaîtraient complètement, ils mourraient de faim à leur tour. C'est dans ce contexte de désespoir croissant qu'un événement remarquable se produisit, un événement qui allait encore redéfinir les relations entre les espèces de cette région. Un après-midi, alors que le soleil martelait la terre de ses rayons impitoyables, un groupe de babouins en quête de nourriture découvrit quelque chose d'extraordinaire. À environ 5 km de leur territoire habituel, dans une zone qu'ils exploraient rarement, ils trouvèrent une source d'eau. Pas un simple point d'eau boueux et contaminé comme ceux qui subsistaient encore çà et là, mais une véritable source naturelle, jaillissant fraîche et claire d'une fissure dans les rochers. L'eau coulait dans une petite dépression rocheuse, créant une piscine naturelle d'environ 3 mètres de diamètre. L'herbe autour de la source était encore verte, un miracle de verdure dans un océan de désolation brune. Quelques arbustes fruitiers poussaient à proximité, leurs branches alourdies de baies mûres. C'était un oasis, un jardin d'Éden caché dans les plis de la savane tourmentée. Les babouins qui firent la découverte ne pouvaient pas croire leur chance. Ils burent avidement, se gorgeant d'eau fraîche jusqu'à ce que leur ventre soit gonflé, puis ils coururent informer le reste de la troupe. En quelques heures, toute la troupe de Kovu avait migré vers cette nouvelle source d'eau. Ils s'installèrent dans les rochers environnants, établissant un nouveau camp temporaire qui leur permettrait de monopoliser cette ressource précieuse. Et monopoliser était exactement ce qu'ils avaient l'intention de faire. Kovu savait que dès que les autres animaux découvriraient cette source, elle deviendrait un point focal de conflits violents. Il positionna donc des sentinelles tout autour, avec des ordres stricts de repousser tout intrus, quelle que soit son espèce. Les premiers à découvrir la source furent des impalas, ces antilopes gracieuses dont les nombres avaient été décimés par la sécheresse. Ils approchèrent timidement, attirés par l'odeur de l'eau et de la végétation verte. Mais les babouins les chassèrent agressivement, lançant des pierres, chargeant, créant un tel vacarme que les impalas s'enfuirent, terrifiés. La même scène se répéta avec des zèbres, des gnous, même un petit groupe d'éléphants qui battirent en retraite devant l'audace des primates. Mais un après-midi, 3 jours après la découverte de la source, un visiteur différent arriva. C'était un jeune lion mâle, probablement expulsé de sa fierté natale et errant à travers la savane à la recherche d'un territoire à conquérir. Il était maigre, affamé, déshydraté, à la limite de la mort. Quand il aperçut la source d'eau, ses yeux s'illuminèrent d'un espoir désespéré. Il s'approcha d'un pas chancelant, trop faible pour être véritablement dangereux, mais encore un lion, encore le roi de la savane en théorie. Les babouins le regardèrent approcher avec une mixture de peur et de fascination. Normalement, ils auraient fui immédiatement devant un lion, même un lion affaibli. Mais cette source d'eau avait changé les règles. C'était leur source maintenant, et ils n'étaient pas disposés à la partager, même avec un prédateur apex. Kovu rassembla ses guerriers, et ensemble, ils commencèrent à harceler le lion. Ils ne l'attaquaient pas directement, ce serait trop dangereux, mais ils le harcelaient constamment, lui lançant des pierres, criant, lui coupant le chemin chaque fois qu'il essayait d'atteindre l'eau. Le lion, dans son état affaibli, n'avait pas l'énergie pour les affronter. Il essaya plusieurs fois d'atteindre la source, mais chaque tentative fut repoussée par les babouins qui devenaient de plus en plus audacieux. Finalement, épuisé et défait, le grand félin s'éloigna, traînant ses pattes dans la poussière. Il mourrait probablement dans les jours suivants, une victime de la sécheresse et de l'audace croissante des babouins. Sa mort serait un autre témoignage du fait que dans la nature, les hiérarchies traditionnelles peuvent s'effondrer quand les ressources deviennent suffisamment rares. Inévitablement, les hyènes découvrirent aussi l'existence de la source. Et inévitablement, elles tentèrent d'y accéder. Nala mena personnellement le premier groupe d'exploration, une douzaine de ses guerrières les plus féroces. Quand elles aperçurent les babouins gardant la source, les deux groupes se figèrent, se reconnaissant mutuellement. Les vieilles blessures, les vieux griefs, remontèrent immédiatement à la surface. L'atmosphère se chargea d'une tension électrique, comme l'air avant un orage. Ce qui suivit fut une impasse tendue. Les hyènes avaient désespérément besoin d'eau, mais les babouins contrôlaient l'accès. Aucun des deux groupes ne voulait risquer une confrontation totale, ayant tous deux appris lors de leur premier affrontement le prix terrible d'un tel combat. Ils restèrent là, se regardant, chacun attendant que l'autre fasse le premier mouvement. Les minutes s'étirèrent en heures, le soleil déclinant lentement vers l'horizon. Finalement, Nala prit une décision audacieuse.
Elle s'avança seule, se séparant de son groupe, marchant lentement et délibérément vers la source d'eau. C'était un geste de courage extraordinaire, se plaçant volontairement à la merci de ses ennemis. Les babouins regardèrent, fascinés, alors qu'elle approchait. Kovu descendit de son perchoir, se plaçant entre Nala et la source. Les deux chefs se retrouvèrent face à face, séparés par à peine 3 mètres, se regardant dans les yeux. Ce qui se passa ensuite défie toute explication rationnelle. Kovu, après un long moment de réflexion visible, s'écarta. Il laissa Nala passer. La hyène, surprise mais ne montrant aucune hésitation, s'approcha de la source et but longuement, profondément, ses yeux jamais détournés du babouin. Quand elle eut fini, elle recula lentement, retournant vers son groupe. Puis, un par un, les autres hyènes vinrent boire aussi, tandis que les babouins les regardaient sans intervenir. Étaient-ce de la compassion, du respect mutuel né de leur confrontation précédente, ou simplement une reconnaissance pragmatique que certaines ressources étaient trop vitales pour être monopolisées, que dans cette savane mourant de soif, certaines règles devaient être temporairement suspendues pour que tous puissent survivre? Peut-être était-ce tout cela à la fois, ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, une compréhension partagée entre deux créatures intelligentes que la survie de leurs espèces respectives dépendait de trouver un équilibre, aussi fragile soit-il. Dans les jours qui suivirent, un arrangement étrange s'établit autour de la source. Les babouins buvaient principalement le matin et en fin d'après-midi. Les hyènes venaient au crépuscule et pendant la nuit. D'autres espèces étaient autorisées à boire pendant les heures entre ces périodes, sous surveillance stricte. Ce n'était pas la paix, pas vraiment. C'était plutôt une trêve armée, fragile et constamment menacée, mais suffisante pour permettre à tous de survivre. Cette nouvelle dynamique changea profondément les perspectives de tous les participants. Les babouins apprirent que la force brute n'était pas toujours la meilleure solution, que parfois le compromis et le partage servaient mieux leurs intérêts à long terme. Les hyènes découvrirent que leurs anciens tourmenteurs pouvaient faire preuve d'une forme de miséricorde, aussi limitée soit-elle. Et tous apprirent que dans un monde aux ressources limitées, la coopération, même réticente, même entre ennemis, pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Les semaines passèrent, et miraculeusement, lentement, la saison commença à changer. Les premiers nuages apparurent à l'horizon, de petits cumulus blancs qui grossirent jour après jour. L'air se chargea d'humidité, cette sensation électrique qui précède les pluies. Les animaux de la savane levèrent leur museau vers le ciel, sentant le changement à venir. Et puis, un après-midi, les premières gouttes tombèrent, hésitantes d'abord, puis de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce qu'une pluie torrentielle s'abatte sur la terre desséchée. La savane explosa de vie presque immédiatement. L'herbe dormante germa en quelques jours, transformant les étendues brunes en tapis verts. Les arbres bourgeonnèrent, produisant des feuilles et des fleurs avec une rapidité impressionnante. Les points d'eau se remplirent, puis débordèrent. Les animaux qui avaient survécu à la sécheresse célébraient cette renaissance, se gorgeant d'eau et de nourriture fraîche. C'était comme si la nature elle-même poussait un soupir de soulagement. Avec le retour de l'abondance, les anciennes tensions commencèrent à s'atténuer. La source qui avait été le centre de tant de conflits perdait son importance stratégique, maintenant que l'eau était abondante partout. Les babouins retournèrent à leurs falaises habituelles, les hyènes à leur terrain de chasse traditionnel. La vie reprenait son rythme normal, ou du moins ce qui passait pour normal dans la savane imprévisible. Mais quelque chose avait changé fondamentalement. Les babouins et les hyènes ne se regardaient plus de la même manière. Il y avait maintenant une reconnaissance mutuelle, un respect né de l'adversité partagée. Quand ils se croisaient maintenant, il y avait toujours de la tension, toujours de la prudence, mais aussi quelque chose de nouveau. Une compréhension, peut-être, que dans ce monde brutal, chacun faisait simplement de son mieux pour survivre. Les petits hyènes qui avaient survécu à l'attaque des babouins grandirent pour devenir des adultes forts et sains. Le mâle avec la tache en forme d'étoile développa une réputation de prudence et d'intelligence stratégique, des traits qui lui serviraient bien dans sa vie future. Sa sœur devint une chasseuse exceptionnelle, rapide et féroce. Tous deux porteraient toujours les cicatrices psychologiques de ce jour terrible, mais ces cicatrices les avaient aussi rendus plus forts, plus résilients, mieux adaptés pour survivre dans un monde qui ne pardonnait aucune faiblesse. Kovu vieillit, comme tous les êtres vivants doivent le faire. Ses poils grisonnèrent, ses mouvements devinrent moins agiles, sa force déclina graduellement. Éventuellement, un jeune challenger le vaincrait et prendrait sa place à la tête de la troupe. C'était la voie naturelle des choses. Mais avant ce jour, il aurait le temps de transmettre ses connaissances aux jeunes générations, de leur enseigner les leçons qu'il avait apprises à si grand prix. Il leur apprendrait que la force sans sagesse est dangereuse, que chaque action a des conséquences, que parfois la vraie victoire n'est pas dans la conquête mais dans la survie. Nala aussi vieillit, maintenant son autorité sur le clan pendant plusieurs années encore grâce à son intelligence et son expérience.
Elle veilla à ce que les leçons de cette période terrible soient intégrées dans les comportements du clan. Les petits n'étaient plus jamais laissés sans surveillance adéquate. Le repère était maintenant l'un des plus sécurisés de toute la région, un témoignage vivant de ce qu'on peut apprendre de la tragédie. Les années passèrent, et avec elles, les cycles éternels de la vie sauvage continuèrent. Les saisons sèches alternaient avec les saisons des pluies, les naissances avec les morts, les victoires avec les défaites. Mais l'histoire de ce jour où la mort était tombée du ciel, où les babouins avaient attaqué les bébés hyènes, où deux espèces avaient découvert que même les ennemis les plus improbables pouvaient coexister quand la survie l'exigeait, cette histoire persistait. Elle était racontée par les comportements des animaux, inscrite dans leurs instincts modifiés, gravée dans la mémoire collective de cette portion de savane. Les biologistes qui étudiaient la région remarquèrent ces changements comportementaux sans nécessairement comprendre leur origine. Ils observèrent que les babouins de ce secteur montraient des schémas de chasse inhabituels, une audace rare face aux prédateurs. Ils notèrent que les hyènes étaient exceptionnellement vigilantes autour de leurs repères, avec des systèmes de sécurité élaborés qui dépassaient ce qu'on observait normalement. Ils documentèrent également quelque chose d'encore plus fascinant, des interactions entre babouins et hyènes qui suggéraient une forme de reconnaissance mutuelle, presque de respect, qui contredisait tout ce qu'on savait sur les relations entre ces espèces. Un jeune chercheur, particulièrement observateur, passa plusieurs mois à étudier spécifiquement ces interactions. Il remarqua que quand les babouins et les hyènes se rencontraient au point d'eau, il y avait un protocole non écrit qui semblait être respecté. Les babouins buvaient en premier si c'était le matin ou l'après-midi, les hyènes si c'était le crépuscule ou la nuit. Si les deux groupes arrivaient en même temps, ils s'ignoraient mutuellement plutôt que de se confronter. C'était comme s'ils avaient établi un traité de paix silencieux, un accord dont les termes n'étaient jamais explicitement énoncés mais néanmoins strictement observés. Le chercheur essaya de comprendre l'origine de ce comportement inhabituel. Il interrogea les rangers locaux, les guides qui connaissaient la région depuis des décennies. L'un d'eux, un vieil homme dont la famille avait vécu dans ces terres depuis des générations, lui raconta une histoire étrange. Il parlait d'un jour, plusieurs années auparavant, où il avait entendu un vacarme inhabituel venant des rochers près de la rivière saisonnière. Quand il était allé investiguer, il avait trouvé des traces de combats violents, du sang de plusieurs espèces, et surtout, quelque chose d'étrange. Des empreintes de babouins et de hyènes mélangées dans des motifs qui suggéraient un affrontement direct, quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 40 ans de vie dans la brousse. Le chercheur nota ces informations, les croisa avec ses propres observations, et commença à formuler une théorie. Il proposa que les comportements inhabituels qu'il observait étaient le résultat d'un conflit majeur entre les deux espèces, un événement traumatique qui avait forcé les deux groupes à réévaluer leurs relations. Il ne pouvait pas prouver sa théorie, n'ayant pas été témoin de l'événement original, mais les preuves comportementales étaient convaincantes. Il publia un article dans une revue scientifique, suggérant que les interactions entre espèces dans les écosystèmes sauvages étaient beaucoup plus complexes et dynamiques qu'on ne l'avait cru auparavant. Mais au-delà des théories scientifiques et des observations académiques, il y avait la réalité vécue des animaux eux-mêmes. Pour eux, ce n'était pas une question de théorie mais de survie, d'adaptation, d'apprentissage. Chaque génération transmettait à la suivante les leçons apprises, non pas à travers des mots mais à travers des comportements, des réactions instinctives, des souvenirs encodés dans leur cerveau complexe. Un soir, plusieurs années après les événements que nous avons décrits, alors que le soleil se couchait dans un spectacle flamboyant de couleurs, peignant le ciel d'orange profond et de pourpre royaux, une scène remarquable se déroula près de l'ancienne source contestée. Un groupe de jeunes babouins, probablement nés après le conflit original, jouaient près de l'eau. Ils se chamaillaient, s'éclaboussaient, testaient leurs forces les uns contre les autres dans ces jeux qui préparaient aux défis sérieux de la vie adulte. De l'autre côté de la source, un groupe de jeunes hyènes était également venu boire. Parmi elles se trouvait le mâle avec la tache en forme d'étoile, maintenant adulte, accompagné de sa propre progéniture. Les deux groupes se remarquèrent simultanément. Il y eut un moment de tension, tous les animaux se figeant, se jaugeant mutuellement. Les instincts anciens hurlaient danger, ennemis, menaces. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ni les babouins ni les hyènes n'attaquèrent. Ils se regardèrent simplement, reconnaissant quelque chose les uns dans les autres, peut-être une compréhension partagée de la dureté de l'existence, de la lutte constante pour survivre dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Puis, presque comme s'ils avaient atteint un accord silencieux, ils se détournèrent et continuèrent leurs activités respectives, buvant de l'eau, surveillant leurs petits, vivant leur vie. Ce moment capturait l'essence de ce qui avait changé. La peur mutuelle existait toujours, le potentiel de violence n'avait pas disparu, mais il y avait maintenant autre chose. Une reconnaissance, peut-être même une forme primitive de respect. Ils avaient tous deux appris que l'autre était capable de causer des dommages terribles, mais aussi que dans certaines circonstances, la coexistence était préférable au conflit. Les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel assombri, ces mêmes étoiles qui avaient brillé sur la savane depuis des millions d'années,
témoins silencieux d'innombrables drames de vie et de mort. Sous leur regard éternel, les babouins remontèrent vers leurs falaises, et les hyènes retournèrent vers leurs repères. La nuit tomba complètement, apportant avec elle les sons familiers de la savane nocturne. Les grillons commencèrent leur sérénade, les grenouilles croassèrent près des points d'eau, et quelque part au loin, un léopard poussa son cri guttural. La vie continuait, comme elle l'avait toujours fait, comme elle continuerait toujours. Les individus naissaient, luttaient, apprenaient, se reproduisaient et mouraient. Les espèces évoluaient, s'adaptaient, trouvaient de nouvelles façons de survivre dans un monde en changement constant. Et parfois, très rarement, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Deux espèces qui auraient dû être de simples coexistantes indifférentes, voire des ennemis mortels, trouvaient un terrain d'entente, forgé dans le feu de la tragédie et de la nécessité. L'histoire que nous avons racontée n'est pas une histoire avec une morale simple ou une fin heureuse conventionnelle. C'est une histoire sur la complexité de la nature, sur le fait que le bien et le mal sont des concepts humains qui ne s'appliquent pas vraiment au monde sauvage. Les babouins qui ont attaqué les bébés hyènes n'étaient pas mauvais. Ils étaient affamés, désespérés, faisant ce que leur instinct de survie leur dictait. Les hyènes qui ont vengé leurs petits n'étaient pas bonnes. Elles suivaient leurs propres impératifs biologiques, protégeant leur progéniture comme toute mère le ferait. Ce qui rend cette histoire importante, ce qui la rend digne d'être racontée et méditée, c'est qu'elle nous montre que même dans les circonstances les plus brutales, même quand la violence semble être la seule option, il existe des possibilités de transformation, d'apprentissage, et oui, même d'une forme de réconciliation. Les babouins et les hyènes ne sont pas devenus amis. Ils ne le deviendront jamais. Mais ils ont appris à coexister d'une manière qui respecte la force et le droit à l'existence de l'autre. Cette leçon, si nous choisissons de l'écouter, a des implications qui dépassent largement les frontières de la savane africaine. Dans notre propre monde humain, nous aussi faisons face à des conflits qui semblent insolubles, à des différences qui paraissent insurmontables, à des blessures qui semblent impossibles à guérir. Nous avons tendance à voir nos adversaires comme fondamentalement différents de nous, comme moins qu'humains, comme des ennemis qui ne méritent ni compassion ni compréhension. Mais l'histoire de Nala et Kovu, des babouins et des hyènes, nous rappelle que même les ennemis les plus improbables partagent certaines choses fondamentales. Ils veulent tous protéger leurs petits. Ils luttent tous pour survivre. Ils ressentent tous la peur, la douleur et le désir de sécurité. Et quand les ressources deviennent suffisamment rares, quand les enjeux deviennent suffisamment élevés, même les ennemis les plus acharnés peuvent découvrir qu'ils ont plus à gagner de la coopération que du conflit. Cela ne signifie pas que nous devons excuser la violence ou ignorer les torts commis. Les bébés hyènes qui sont morts étaient innocents, victimes de forces qu'ils ne comprenaient pas et ne pouvaient pas contrôler. Les babouins qui ont péri dans la contre-attaque étaient également des victimes, sacrifiés sur l'autel de la survie de leurs troupes. Leurs morts ont du sens seulement si nous apprenons de leurs sacrifices, si nous utilisons leurs histoires pour nous guider vers de meilleures décisions. Dans la savane, le cycle continue. De nouveaux petits naissent chaque année, portant en eux le potentiel de perpétuer les anciennes inimitiés ou de forger de nouvelles voies. Les choix qu'ils feront, influencés par les comportements qu'ils apprennent de leurs parents, détermineront si les leçons du passé seront honorées ou oubliées. C'est la même chose dans nos propres sociétés. Chaque génération hérite des conflits et des réconciliations de celles qui l'ont précédée, et chaque génération doit choisir si elle perpétuera les cycles de violence ou si elle les brisera. La source d'eau qui avait été au centre de tant de drames coule toujours, année après année, saison après saison. Elle a vu tant de choses, cette petite source. Elle a été témoin de violence et de compassion, de mort et de renaissance, de haine et de compréhension. Et elle continue simplement à couler, indifférente aux drames humains ou animaux qui se déroulent autour d'elle, offrant sa ressource vitale à tous ceux qui viennent avec le respect approprié. Les rochers où s'était déroulée la bataille terrible portent toujours les marques de ce jour, si on sait où regarder. Des griffures sur la pierre, des taches décolorées où le sang a séché au soleil, des fragments d'os blanchis coincés dans les crevasses. Ce sont les monuments discrets d'un conflit qui a changé le cours de l'histoire pour deux espèces, des rappels silencieux que chaque action a des conséquences qui s'étendent bien au-delà du moment présent. Et maintenant, alors que notre histoire approche de sa conclusion, nous devons nous demander ce que nous avons appris de ce récit brutal mais instructif. Nous avons vu que la nature n'est ni cruelle ni compatissante, elle est simplement indifférente. Les animaux qui y vivent ne sont ni bons ni mauvais, ils sont simplement en train de survivre du mieux qu'ils peuvent avec les outils que l'évolution leur a donnés. Nous avons vu que même dans les circonstances les plus désespérées, l'intelligence et l'adaptabilité peuvent offrir des solutions que la force brute seule ne pourrait jamais fournir. Nous avons appris que les conflits, aussi violents soient-ils, ne doivent pas nécessairement définir les relations pour toujours. Le pardon peut être impossible, les blessures peuvent être trop profondes, mais la coexistence peut encore être atteinte si les deux parties reconnaissent qu'elles ont plus à perdre de la guerre perpétuelle qu'à gagner d'une paix imparfaite. Nous avons découvert que le respect peut naître de l'adversité, que parfois il faut d'abord reconnaître la force de son ennemi avant de pouvoir trouver une base pour la négociation.
Plus important encore, nous avons été rappelés à l'humilité. Les humains aiment à penser que nous sommes au-dessus de la nature, que nos capacités de raisonnement moral et d'éthique nous séparent fondamentalement du royaume animal. Mais des histoires comme celle-ci nous montrent que les lignes ne sont pas aussi claires que nous aimerions le croire. Les babouins ont démontré une capacité de planification stratégique, de coordination de groupe, et même une forme primitive de pitié qui rivalise avec nos propres capacités. Les hyènes ont montré un amour maternel et une détermination qui égalent ce que n'importe quel parent humain ressentirait. Le soleil se lève une fois de plus sur la savane, comme il a fait pendant des millions d'années, comme il continuera à le faire longtemps après que nous, les narrateurs et les auditeurs de cette histoire, ayons disparu. Les babouins se réveillent dans leurs falaises, s'étirant dans la lumière matinale, se préparant pour une autre journée de recherche de nourriture, de jeux, de conflits mineurs et de moments de tendresse. Les hyènes retournent à leur repère après une nuit de chasse, fatiguées mais satisfaites, prêtes à se reposer pendant les heures chaudes du jour. Et quelque part, peut-être, le mâle avec la tache en forme d'étoile regarde l'horizon, ses yeux ambrés réfléchissant la lumière du soleil levant. Il ne comprend pas son histoire de la manière dont nous la comprenons, ne peut pas la raconter en mots, ne peut pas en extraire de leçons morales explicites. Mais il la porte en lui néanmoins, encodée dans ses comportements, dans ses réactions instinctives, dans la manière dont il surveille ses propres petits avec une vigilance qui va au-delà de ce qui serait normalement nécessaire. De l'autre côté de la vallée, peut-être que Kovu, maintenant très vieux, ses poils presque entièrement gris, regarde aussi le soleil se lever. Lui non plus ne peut pas articuler ce qu'il a appris, ne peut pas écrire de mémoire ou donner des interviews. Mais il sait, dans la manière non verbale dont les animaux savent les choses, que les décisions qu'il a prises ce jour fatidique ont façonné non seulement sa propre vie, mais celle de toute sa troupe. Il a appris que le pouvoir sans sagesse mène à la tragédie, que la victoire peut avoir un goût amer, et que parfois, la vraie force se trouve dans la retenue plutôt que dans l'action. Ces deux êtres, si différents dans leur physiologie et leur écologie, partagent maintenant quelque chose de profond. Ils sont liés par l'histoire, par les événements qui les ont forcés à se voir mutuellement non pas simplement comme des objets dans leur environnement, mais comme des êtres avec leur propre agentivité, leur propre volonté, leur propre droit à l'existence. C'est une reconnaissance qui transcende les barrières des espèces, qui parle d'une vérité fondamentale sur la nature de la vie elle-même. La vie est lutte, oui. La vie est compétition, survie du plus apte, cruauté occasionnelle et perte fréquente. Mais la vie est aussi adaptation, apprentissage, et parfois, transformation. Les écosystèmes ne sont pas statiques. Ils évoluent constamment, et les relations entre les espèces qui les composent évoluent également. Ce qui était vrai hier peut ne pas l'être aujourd'hui. Ce qui semblait impossible peut devenir réalité quand les circonstances l'exigent. L'histoire de la mort tombant du ciel, de l'énorme meute de singes contre les bébés hyènes, n'est pas qu'une histoire de violence et de tragédie. C'est aussi une histoire de résilience, d'adaptation, et de l'émergence improbable d'une forme de compréhension entre ennemis. C'est une histoire qui nous défie de repenser nos assumptions sur la nature, sur les animaux, et peut-être aussi sur nous-mêmes. Car au final, nous sommes aussi des animaux, aussi sophistiqués que nous puissions être dans notre technologie et notre philosophie. Nous aussi luttons pour les ressources, protégeons nos petits avec une férocité primordiale, et faisons parfois des choix terribles au nom de la survie. Mais nous avons aussi la capacité unique de réfléchir sur nos actions, d'apprendre des erreurs des autres, et de choisir consciemment d'autres voies. La savane nous offre un miroir dans lequel nous pouvons voir nos propres conflits reflétés. Les guerres entre nations pour les ressources, les tensions entre groupes qui se disputent le territoire et l'influence, les cycles de vengeance qui semblent impossibles à briser, tout cela trouve des échos dans le monde naturel. Mais si les babouins et les hyènes, guidés uniquement par l'instinct et l'expérience immédiate, peuvent trouver un moyen de coexister après de tels traumas, peut-être y a-t-il de l'espoir pour nous aussi. Peut-être que la vraie leçon de cette histoire n'est pas dans les détails de qui a attaqué qui, ou qui a gagné ou perdu. Peut-être que la vraie leçon est simplement ceci. Même après les conflits les plus amers, même après les pertes les plus dévastatrices, la vie trouve un moyen de continuer. Et si nous sommes sages, si nous sommes prêts à apprendre, nous pouvons trouver des moyens non seulement de survivre mais de prospérer, non pas en écrasant nos adversaires mais en reconnaissant notre humanité commune, ou dans le cas des animaux, leur animalité commune. Le vent souffle à travers la savane, portant avec lui les odeurs de la vie et de la mort, du renouveau et de la décomposition. Il murmure à travers les herbes hautes, siffle entre les rochers, et quelque part dans ces murmures, si nous écoutons assez attentivement, nous pouvons entendre les échos de toutes les histoires que cette terre a vues. L'histoire de Nala et Kovu n'est qu'une parmi des millions, mais elle est importante parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est humaine dans son essence, même si elle concerne des animaux non humains. Et maintenant, alors que le soleil monte plus haut dans le ciel, réchauffant la terre et donnant vie à un nouveau jour, nous laissons nos protagonistes à leurs existences. Ils ne savent pas qu'ils font partie d'une histoire, ne réalisent pas que leur lutte et leur triomphe seront racontés à des créatures qu'ils ne rencontreront jamais. Ils continuent simplement à vivre, jour après jour, faisant de leur mieux avec ce que la nature leur a donné.
Et peut-être, juste peut-être, c'est la plus grande leçon de toutes. Nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances de nos vies. Nous serons confrontés à des défis que nous n'avons pas choisis, à des adversaires que nous n'avons pas sélectionnés, à des pertes que nous ne pouvons pas éviter. Mais nous pouvons choisir comment nous répondons. Nous pouvons choisir d'apprendre de nos expériences, d'adapter nos stratégies, et de chercher des solutions qui honorent non seulement notre propre survie, mais aussi la dignité de ceux avec qui nous partageons ce monde. La mort est tombée du ciel ce jour-là, c'est vrai. Mais de cette mort, de cette tragédie, quelque chose de nouveau est né. Une nouvelle compréhension, une nouvelle relation, une nouvelle possibilité. Et c'est ce qui rend cette histoire, aussi brutale soit-elle, finalement une histoire d'espoir. Car si même dans les circonstances les plus désespérées, le changement est possible, alors peut-être qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une possibilité de transformation, toujours un chemin vers quelque chose de meilleur. Le cercle de la vie continue de tourner, implacable et éternel. Les prédateurs chassent, les proies fuient, les petits naissent et grandissent, les vieux meurent et nourrissent la terre. C'est ainsi depuis le début des temps, et ce sera ainsi jusqu'à la fin. Mais dans ce cycle éternel, il y a des moments de grâce, des instants où quelque chose d'extraordinaire se produit, où les règles semblent être suspendues, où l'impossible devient réel. Cette histoire a été un de ces moments. Et maintenant qu'elle est terminée, maintenant que nous avons suivi le voyage de Nala et Kovu depuis le conflit initial jusqu'à la résolution imparfaite mais réelle, nous sommes laissés avec nos propres réflexions. Qu'est-ce que cette histoire signifie pour nous? Comment pouvons-nous appliquer ces leçons à nos propres vies, à nos propres conflits, à nos propres luttes? Les réponses à ces questions seront différentes pour chacun de nous, façonnées par nos expériences uniques, nos valeurs, nos espoirs et nos peurs. Mais le simple fait de poser ces questions, de réfléchir à ces thèmes, est déjà un pas vers la sagesse. Car c'est en questionnant, en réfléchissant, en essayant de comprendre les perspectives des autres, même quand ces autres sont aussi différents de nous que des babouins et des hyènes, que nous grandissons en tant qu'êtres pensants. La savane attend à nous enseigner si nous sommes prêts à écouter. Elle nous enseigne l'humilité face aux forces de la nature. Elle nous enseigne le respect pour la vie sous toutes ses formes. Elle nous enseigne que la survie exige à la fois force et intelligence, courage et prudence, individualisme et coopération. Et surtout, elle nous enseigne que dans ce monde complexe et souvent cruel, il y a encore de la place pour la compassion, pour la compréhension et pour l'espoir. Alors que nous concluons cette longue histoire, cette exploration de la nature à son plus brutal et son plus inspirant, nous retournons une dernière fois à la savane dans notre imagination. Nous voyons les acacias se dressant contre le ciel, leur silhouette distinctive définissant l'horizon. Nous voyons les herbes, ondulant dans le vent comme les vagues d'un océan doré. Nous voyons les animaux vaquant à leurs occupations quotidiennes, chacun jouant son rôle dans la grande tapisserie de la vie. Et quelque part dans cette immensité, un babouin et une hyène peuvent se croiser près d'un point d'eau. Ils se regarderont, reconnaîtront l'autre, et puis continueront leur chemin. Pas amis, jamais amis, mais plus ennemis acharnés non plus. Juste deux créatures essayant de survivre dans un monde qui ne fait pas de cadeaux, liées par une histoire qu'elles ne peuvent pas raconter mais qu'elles vivent néanmoins chaque jour. Et c'est ainsi que notre histoire se termine, non pas avec une conclusion définitive ou une morale simple, mais avec la vie continuant dans toute sa complexité magnifique et terrible. La savane attend le prochain drame, la prochaine tragédie, le prochain triomphe. Car c'est la nature de la vie elle-même, toujours en mouvement, toujours changeante, toujours nous enseignant si nous sommes prêts à apprendre. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie. Car dans ces histoires de la savane, nous trouvons non seulement du divertissement mais aussi des vérités profondes sur nous-mêmes et sur le monde que nous partageons avec d'innombrables autres formes de vie.